Bienvenue à ce panel sur la transition écologique, le droit pour repenser la ville. Alors, je me présente, je suis Hélène Lefranc, je suis l'animatrice de ce panel. Je suis par ailleurs directrice de l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc, comme je le disais, la transition écologique, le droit pour repenser la ville. Une petite présentation du sujet avant de vous présenter nos invités. Donc, les villes sont le palier de gouvernement, on le sait, qui est le plus près des citoyens et des citoyennes. Elles sont souvent considérées comme les lieux les plus prometteurs pour assurer une véritable transition écologique, puisqu'elles sont en prise directe avec nos modes de vie. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par transition écologique? Puisqu'on a avec nous un panéliste de la ville de Montréal, je propose de prendre la définition de la transition écologique que l'on trouve dans l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. Je vais la lire. La transition écologique est un concept qui regroupe un ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer vers un renouvellement de notre modèle économique et social. Ces changements dans nos manières de consommer, de travailler, de produire ou encore de cohabiter sont destinés à servir le développement durable afin d'apporter une réponse aux enjeux environnementaux majeurs comme le changement climatique, la réduction de la biodiversité, la diminution des ressources et l'augmentation des risques environnementaux. La transition est un mouvement d'initiative visant à assurer la résilience d'une communauté, c'est-à-dire sa capacité à continuer de fonctionner malgré des crises économiques ou écologiques extérieures. En urbanisme, la transition implique de recourir à la densification urbaine, le développement d'espaces verts, l'efficacité énergétique, etc. Donc, trois panélistes sont avec nous pour alimenter notre réflexion. Pourquoi la transition écologique est-elle nécessaire? Quelles solutions offre-t-elle, notamment aux problèmes environnementaux? Quels outils, entre autres juridiques, mais peut-être pas seulement, peuvent être utilisés et mis en place afin de favoriser la transition écologique des villes? Donc, je vais passer peut-être à la présentation des panélistes. Donc, Sidney Ribaud est directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal. Donc, bonjour. Son premier mandat est d'élaborer le prochain plan climat. Ce n'est pas son premier défi. En 1993, il a notamment cofondé Équiterre. À ce titre, il a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre et au financement des stratégies et des projets de l'organisme dans le domaine du commerce équitable, de l'agriculture locale et biologique, de l'énergie, du transport, des changements climatiques, de la consommation responsable ou du bâtiment durable. Fellow d'Ashoka est récipiendaire du premier prix canadien de l'innovation environnementale remis par la Société géographique royale du Canada. Sidney Ribaud a multiplié ses implications au fil de sa carrière. Passionné d'urbanisme, il a présidé le Conseil régional de l'environnement de Montréal de 1996 à 2003. Il a contribué aux efforts de coalition citoyenne pour le financement du transport en commun, la ratification du protocole de Kyoto par le Canada et l'agriculture écologique. Il a aussi fondé, présidé et construit la Maison du développement durable, qui possède l'un des édifices les plus écologiques au Canada, situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Alors, notre deuxième panéliste, c'est Catherine Boisclair, qui est coordonnatrice aménagement du territoire et urbanisme à Vivre en Ville. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Elle est urbaniste et possède une formation en aménagement du territoire, de même qu'en sciences politiques et en journalisme. Elle a acquis une expertise en développement urbain durable et en mobilité, notamment par l'analyse et la rédaction de politiques publiques sur ces thèmes. Depuis 2018, elle coordonne le projet Oui dans ma cour à Vivre en Ville. Elle va aussi nous en parler. Avant cela, elle a œuvré au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire afin de contribuer au renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les fameuses OGAT, dont celle portant sur le développement durable des milieux de vie. Elle avait déjà travaillé à Vivre en Ville de 2011 à 2016 et participé à la rédaction de guides et de mémoires aux missions d'études, de même qu'à la formation et à l'accompagnement des municipalités. Et notre troisième panéliste, Valérie Dupont, est postdoctorante en droit à l'Université Laval. Bonjour Valérie. En plus d'être chercheuse à l'Université Laval, Valérie Dupont est maître de conférences invitée à l'Université catholique de Louvain en Belgique, où elle enseigne le droit sectoriel de l'environnement.
Elle est titulaire d'une licence en droit de cette université et d'une maîtrise en droit de l'université George Washington aux États-Unis. Après avoir travaillé pour la région bruxelloise en droit des déchets, elle a effectué son doctorat sous la direction du professeur Charles Hubert Born. Sa recherche visait à étudier la pertinence et la faisabilité d'une approche de marché dans la mise en œuvre des obligations de compensation écologique issues du droit européen sur la base d'une analyse interdisciplinaire comparée des mécanismes existants aux États-Unis et en Australie. Dans la lignée de ces recherches, les recherches actuelles portent sur la contribution du droit à la préservation et la compensation des milieux humides en vue d'assurer une absence de perte nette de ces milieux, et ce, dans une perspective de développement durable. Comme on le voit, on a 3 panélistes très différents, très brillants, qui vont, je pense, très bien se compléter. Alors, on va rapidement leur passer la parole, mais évidemment, tout le monde, je pense, est habitué un peu aux visioconférences. Quelques petites consignes, comme toujours, pour commencer. Donc, les panélistes auront chacun une petite période de présentation et l'ensemble va durer à peu près 30 minutes. Puis après, il y aura une trentaine de minutes où vous aurez l'opportunité de poser vos questions par l'entremise de l'outil fait pour cela, donc qui est mis à votre disposition. Ça sera le bouton vert sous les images des panélistes, un bouton vert où je pose une question et après une fenêtre va s'ouvrir. Donc il n'y aura pas de micro ni de caméra ouverte, simplement écrire votre question et puis on va se charger de les poser et de les retransmettre aux invités. Donc sans plus tarder, je vais peut-être laisser Sydney commencer sa petite présentation et nous expliquer un petit peu quels sont les défis auxquels la ville de Montréal est confrontée actuellement. Merci beaucoup, Hélène. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par remercier le Centre québécois du droit de l'environnement pour l'invitation. 30 ans, ça se fête. C'est un peu plate qu'on doit le fêter comme ça, mais quand même, c'est bien qu'on puisse le fêter. Je voudrais saluer aussi Geneviève Paul, la directrice qui m'a invité, puis aussi Michel Bélanger, qui est un des fondateurs du Centre québécois du droit de l'environnement. Je ne sais pas si Michel est déjà à l'écoute, mais je me souviens de Michel qui était venu à la fac de droit de l'Université de Montréal il y a 30 ans, justement, pour recruter des jeunes étudiants en droit qui s'intéressaient à cette question-là et qui, en disant, on veut créer une nouvelle organisation qui va s'occuper du droit et de l'environnement. Donc, ça fait un bon bout de temps là, que Michel dédie son temps et son énergie à cette organisation-là et à cette cause-là. Et c'est tout à son honneur parce que j'ai toujours pensé depuis ce moment-là à la fac de droit il y a 30 ans que cet organisme-là a un rôle vraiment, vraiment important à jouer dans la société québécoise. Je pense qu'on n'a pas suffisamment utilisé le droit pour faire avancer la cause de l'environnement au Québec. En dépit de tout le travail du CQDE. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de place pour en faire plus. Fait que longue vie au CQDE en espérant qu'on vous aurez encore plus de ressources et de soutien pour faire mener à bien votre mission dans les prochaines années. Fait que ça, c'était la plus importante partie de ma présentation. On m'a demandé de parler un petit peu des enjeux à la ville. Bon, vous savez, j'ai été à Équiterre pendant longtemps et Hélène en a dit un mot. Maintenant, je suis le directeur depuis 1 an et demi d'une unité à la ville qui s'appelle le Bureau de la transition écologique et de la résilience. Puis, je pense que c'est important juste de vous expliquer très rapidement qu'est-ce que ça mange en hiver, ce bureau-là. L'idée, premièrement, c'est de dire quand le directeur du service de l'environnement de la Ville de Montréal se lève le matin, sa première préoccupation, ce n'est pas de se dire comment on va augmenter la biodiversité à Montréal ou comment on va réduire les gaz à effet de serre ou comment on va s'adapter au changement climatique. Donc, sa priorité n'est pas sur les enjeux à court terme. Sa priorité, c'est est-ce que la semaine prochaine, il y aura un camion pour ramasser le compost à Saint-Léonard ou à Outremont ou dans un des arrondissements de la ville? Est-ce que le centre de tri va faire faillite?
Et autrement dit, le directeur du service de l'environnement est sur des enjeux très opérationnels. Et jusqu'à tout récemment, on lui demandait aussi de s'occuper de ces enjeux à long terme. Alors, l'idée du bureau, c'est de dégager une équipe à la ville qui puisse avoir les coups des franches pour réfléchir à long terme. C'est aussi une unité qu'on a placée au sein de la direction générale de la ville, donc une unité qui est très proche des décisions, de toutes les décisions qui se prennent à la ville de Montréal. Et donc de renforcer l'importance qu'on veut accorder à ces enjeux. Donc, voici c'est une petite unité, on est une trentaine de professionnels. Nos principaux mandats, c'est effectivement, comme Hélène l'a dit, la question des changements climatiques. On s'occupe aussi des pesticides et de l'agriculture urbaine. Et donc, on a, je pense, comme l'a mentionné Hélène aussi, notre premier mandat, c'est de pondre ce prochain plan climat de la ville pour les 10 prochaines années, pour la période 2020-2030. La mairesse a déjà annoncé la cible de réduction des gaz à effet de serre qu'elle poursuit, qui est de moins 55% des niveaux de 90 d'ici 2030. Ce qui est en gros ce que recommande la science en termes de cible. C'est une cible, bien que c'est recommandé par la science, dans les faits, c'est pas simple de l'atteindre, cette cible-là. C'est une cible qui est ambitieuse. Et donc, on a travaillé très fort avec la société civile pour développer un plan que je pense qui est un bon plan. Vous pourrez juger par vous-même quand on le rendra public dans les prochaines semaines. Et j'aurais souhaité que ce plan soit public pour qu'on puisse justement échanger là-dessus, mais ça sera une autre fois. Moi, je voulais juste faire quelques commentaires sur la question du droit puis de la réglementation en général. Vous savez, j'ai commencé ma carrière à Équiterre dans une optique de se dire que les gens étaient pas prêts il y a 30 ans à des changements à plusieurs égards trop importants sur la question de l'environnement. Et on se disait, on faut y aller un geste à la fois. Il faut amener les gens à poser des petits gestes, puis en prenant des petites bouchées qu'on va réussir à manger l'éléphant. Et plus le temps a passé, plus que j'étais à Équiterre, plus on s'est intéressé aux politiques publiques, plus on a réalisé que il faut que ces gestes-là qu'on demande aux gens de poser soient accompagnés de changements structurels, systémiques, passent souvent, pas tout le temps, mais souvent par la législation et la réglementation. Autrement dit, on ne peut pas que demander aux gens de faire du volontariat. Il faut que les gens sentent qu'ils fassent partie d'un mouvement, puis ultimement, ça passe presque tout le temps par des changements réglementaires, d'où le fait que la mission du CQDA est tellement importante parce que j'imagine qu'il y a plusieurs avocats qui nous écoutent. Là, si vous êtes ici, c'est parce que le droit vous intéresse, mais le commun des mortels se préoccupe pas tant du droit puis de la réglementation. Et même dans le mouvement environnemental, je pense qu'on s'en préoccupe pas assez. Donc, alors, bon, on s'y est intéressé, puis à partir du moment qu'on s'y est intéressé, on a réussi quand même à changer un certain nombre de choses au fil du temps. Je parlerai seulement des éléments sur lesquels moi j'ai été impliqué un petit peu, mais le système de bourse du carbone qu'on a mis en place au Québec avec la Californie, c'est un changement systémique extrêmement important qu'on a réussi, dont on devrait être fier au Québec. La loi zéro émission qui a été mise en place plus récemment, dans les dernières années, et qui force les manufacturiers à vendre des véhicules électriques. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'enjeu climatique va se régler par l'électrification du transport puis des bâtiments, entre autres. Et on a deux solutions, soit qu'on subventionne les gens à coups de milliards pour qu'ils s'achètent des véhicules électriques, soit qu'on force les manufacturiers à vendre des véhicules électriques par voie réglementaire. Évidemment, moi, ça me semble beaucoup plus logique de passer par la voie réglementaire. Mais lorsqu'on fait ce travail-là d'intervenir comme groupe sur des lois, sur des règlements,
le diable est dans les détails. Et vous le savez sans doute mieux que moi, on peut avoir des lois et des règlements qui sont vides de sens et qui nous font pas tant avancer ou qui nous font pas suffisamment avancer parce que on laisse on structure le projet de loi ou le règlement de telle façon que le pollueur peut s'en sortir. Et donc, on a besoin d'avoir des organisations qui sont mieux outillées pour participer au processus d'élaboration de ces lois et de ces règlements-là. Et ça, c'est une denrée extrêmement rare dans le milieu. Par contre, je vous dirais, les gens qui sont impactés par ces lois et ces règlements-là, généralement, sont très, très, très bien outillés pour comprendre les détails et pour suggérer des modifications aux législateurs dans les projets de loi ou les projets de règlement qui vont grandement amoindrir l'impact. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et quand j'ai étudié en droit, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la mécanique d'application des lois, plutôt que comment on peut changer les lois, puis changer les règlements, changer les règles du jeu pour en arriver à un impact plus important. Évidemment, c'est le cas aussi au niveau réglementaire. On n'a évidemment pas, au niveau municipal, pardon, on n'a pas le pouvoir législatif, on a un certain pouvoir réglementaire. Et Valérie va sûrement en parler. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Puis je vais juste prendre un seul exemple pour illustrer mon point au niveau municipal, mais dans les 2 dernières années, on a amené une modification à notre règlement de construction, qui est un outil important, là, si on parle de la lutte au changement climatique. C'est un outil important. Il y a à peu près personne de la société civile organisée qui est intervenu lors de la commission qui a étudié le règlement pour proposer des améliorations, des changements au niveau concret. Les gens qui sont venus dire on veut des bâtiments écologiques, on veut des toits verts sur les toits. Il y a des gens qui sont venus parler des principes. Mais l'industrie, elle, est venue dire voici, nous, les articles qu'on veut changer, voici les propositions qu'on vous amène, chers élus de la commission. Et après ça, la commission, d'un point de vue réglementaire, sont un peu pognés avec ce qu'on leur a dit. Leurs recommandations ne peuvent pas les sortir d'un chapeau. Et là, on réalise que dans le processus, si on n'a pas des organisations comme le CQDE ou d'autres organisations qui sont soutenues par des avocats ou des gens qui sont capables de suivre puis de comprendre ce charabia juridique qu'on utilise parfois pour apporter les bonnes modifications, les gains qu'on espérait, on les a pas. Alors moi, c'est clair que le plan climat, je vais conclure là-dessus, il y a des grands défis. Je vous surprendrai pas, puis je pense pas que je vole un scoop à personne en vous disant on va être obligé de jouer un peu dans la réglementation pour arriver à nos fins. Et on va avoir besoin de voix de la société civile qui s'élève, pas seulement pour nous dire faut agir, mais aussi pour nous dire voici comment spécifiquement vous devez agir, puis que voici ce que vous devez pas faire quand vous allez aller dans telle ou telle direction, pour être sûr que l'impact qu'on poursuit tous, donc de réduire les gaz à effet de serre, puis simultanément de s'adapter au changement climatique et de bâtir la résilience de la ville, que ces objectifs-là puissent être atteints dans les courts délais que nous avons devant nous. Merci. Merci Sydney. Alors peut-être que Catherine va déjà apporter quelques réponses ou donner d'autres pistes de réflexion pour permettre d'avancer vers cette transition écologique dans les municipalités, les villes, les régions. Alors Catherine, je te laisse la parole. Sydney. Donc, je vous ai partagé mon écran. Normalement, vous pouvez ajuster vous-même là, si vous voulez plus voir l'écran ou plus me voir moi-même. Donc, Catherine Boisclair, urbaniste à Vivre en Ville. Donc, merci au CQDE pour l'invitation. Pour moi, c'est une première collaboration. J'ai pas le même bagage que Steven, même si, pardon, Steven, je te débaptise, Sydney. Mais j'espère que ce sera pas la dernière, en fait, parce que le CQDE est pour moi un organisme central dans l'évolution de la qualité de l'environnement au Québec. Donc, je passe tout de suite à ma présentation. J'ai évidemment trop de matériel, mais je pense que je vais passer assez rapidement sur la problématique. Mais à Vivre en Ville, on cherche toujours à faire le lien entre les enjeux auxquels on fait face et l'importante transformation de nos milieux de vie
qu'on doit faire, qui amènent énormément de changements, qui bousculent nos habitudes, mais qui sont des changements à la hauteur des enjeux auxquels on fait face. Donc, on m'a demandé surtout de parler de solutions, mais je voulais quand même positionner la problématique. Pour ceux qui connaissent pas Vivre en ville, on est un organisme d'intérêt public. On fait de la recherche, de la formation, de l'accompagnement, milieu municipal, des ministères, de la société civile. On travaille aussi avec les citoyens en sensibilisation. Donc, c'est beaucoup, on se fait la voix des collectivités viables au Québec. Donc, on travaille en urbanisme, en environnement, en transport. Un très bref historique sur le fait qu'on a eu de tout temps, la ville s'est fait au début de manière plus organique, de manière compacte, avec représenté ici en rouge les commerces, donc avec une mixité d'activités. On pensait la ville en fonction de l'échelle piétonne parce qu'on se déplaçait à pied. Sinon, tranquillement, les premières streetcar suburbs, donc on construit pour que les gens puissent se rendre aussi au centre d'emploi par le tramway. Mais avec l'avènement de l'automobile et le zonage monofonctionnel, on se met à codifier la ville pour séparer les usages. Donc, le commercial d'un bar en rouge, les maisons peu denses d'un côté, la densité d'un autre côté, qui est perçue parfois comme une nuisance. Aussi, ça amène une certaine ségrégation sociale. Donc, on vient vraiment codifier la ville et faire la place pour l'automobile. Donc, on planifie des normes de stationnement aussi, on fait la place à l'automobile. Mais vous voyez, cette banlieue d'après-guerre est quand même encore un milieu qu'on peut traverser à pied malgré tout. Et tranquillement, dans les années 80-90, on s'en va vers la ville éclatée, la ville autoroutière, où là, les activités sont complètement déconnectées les unes des autres et où finalement, toute la mobilité est réfléchie en fonction de l'automobile et les infrastructures autoroutières font de véritables barrières dans la ville, en plus d'occuper énormément de territoire et de sol. Et ça fait que on consomme énormément de territoire pour une augmentation de la population qui n'est pas équivalente. Vous voyez ici des petites cartes là, de 71 à 2001 dans la région de Québec. Donc, on consomme beaucoup plus de territoire et c'est pas seulement parce que nos terrains et nos maisons sont plus grandes, mais bien parce que on occupe énormément de territoire avec le stationnement, les usages de faible densité séparés et par les infrastructures autoroutières. Et ça a des impacts énormes, vous le savez, perte de territoire agricole et de milieux naturels. Ici, en jaune, c'est urbanisé entre 1961 et 2006 dans la région montréalaise, et aussi sur les émissions de gaz à effet de serre en transport. Donc, vous avez ici représenté le bilan carbone par ménage en transport en fonction de la localisation. Et c'est pas juste parce qu'on habite loin du centre-ville, mais aussi parce qu'on a peu d'options de transport et qu'on habite dans des milieux qui sont monofonctionnels, donc un seul usage. On doit nécessairement prendre l'automobile pour aller chercher la pinte de lait. Donc, vous êtes probablement familier avec toute cette problématique-là. On l'a modélisé aussi pour la région de Québec. Donc, les émissions par ménage. Donc, on voit clairement qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus favorables à des bilans carbone sobres. Et c'est pas de dire tout le monde doit habiter en centre-ville, hein, c'est de dire il y a certaines caractéristiques des quartiers qui font en sorte que le bilan carbone est faible. Comment on fait pour que ces caractéristiques-là soient présentes dans tous les milieux et aussi qu'on offre des opportunités de logement dans les milieux où c'est possible d'avoir un faible bilan carbone. Donc, la forme urbaine est déterminante sur les distances à parcourir et donc le choix de mode de transport, parce qu'on le sait, faire 20 km à pied à tous les jours, c'est pas nécessairement ça que quelqu'un choisit. Donc, ça a un effet direct sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les choix d'occupation de l'espace. Donc, même si on passe à l'électricité, il y a énormément de stationnement qui fait concurrence au transport actif notamment. Mais ça aussi, j'y reviendrai si vous voulez, un énorme impact sur le coût du logement, d'obliger d'avoir des stationnements pour chaque logement, en plus de l'enjeu d'îlots de chaleur. Donc, en plus des gaz à effet de serre, vous le savez, l'étalement urbain occasionne énormément d'enjeux, de problèmes, ne serait-ce que celui des finances publiques où on a toujours plus d'infrastructures à entretenir alors que elles ne sont pas nécessairement en santé. Et toute la question de la santé publique, bien sûr, on parlait beaucoup de l'obésité, de l'isolement, mais maintenant de la pandémie, ce qui ne remet pas en question, et j'y reviendrai si vous voulez, le fait que pour aller vers la ville post-carbone, il faut créer la ville de la proximité. Mais j'y reviendrai si vous voulez parce que ça peut sembler contradictoire. Et donc, cette ville de la proximité, elle doit combiner une certaine densité d'occupation du sol, une mixité sociale et une mixité des activités et une offre de transport multimodal. Donc, comment y arriver? Vivre en ville présente ça
de manière systématique. Vous êtes probablement familier, mais il faut stopper l'artificialisation des nouveaux sols. Donc, on va pas créer un écoquartier sorti d'une forêt, hein. On va garder la forêt, puis on va plutôt réinvestir les friches dans nos quartiers, les dents creuses, des immeubles sous-utilisés ou en perte de vocation pour répondre aux besoins en logement des Québécois. Donc, on repense le sol déjà urbanisé. Et Hélène l'a positionné tout à l'heure. La transition implique la densification urbaine et le développement d'espaces verts. Donc, parfois, et l'efficacité énergétique, mais parfois, on voit ça comme contradictoire. Si vous avez des questions là-dessus, ça me fera plaisir d'approfondir. Mais donc, à Vivre-en-Ville, on parle de densification verte. Et à ne pas confondre avec l'étalement urbain, l'étalement dense, donc le fait d'urbaniser des nouveaux territoires, des milieux naturels, des terres agricoles, mais avec une certaine densité, comme par exemple à Le Bourgneuf à Québec. Donc c'est pas nécessairement, c'est pas du tout de ça qu'on parle en fait. Donc il y a des lieux stratégiques pour intervenir. Vivre-en-Ville, on travaille avec les municipalités, par exemple ici à Saint-Bruno, pour identifier, révéler les potentiels du territoire existant. Et après, réfléchir à la manière de réinvestir ces espaces-là, de manière à répondre en même temps aux enjeux d'adaptation au changement climatique, mais aussi aux enjeux sociaux, comment on s'assure d'introduire du logement abordable, de répondre aussi aux enjeux de sécurité routière. Donc, on le fait, par exemple, ici, aussi avec des villages, on le fait. Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. On va pas travailler sur les enjeux de congestion liés à l'étalement urbain, mais on va quand même travailler sur d'autres enjeux de vitalité, des noyaux villageois, de sécurité routière également. Puis bon, un autre exemple à Québec où on a identifié, c'est la ville qui avait identifié elle-même les potentiels autour des axes métrobus. C'est une vieille carte. Et à Vivre-en-Ville, on travaille aussi à démêler, ça veut dire quoi, la densité, hein, parce qu'une même densité peut se décliner ici, bon, 3 petites modélisations, la caricature de la tour, puis après, ben, on peut faire une même densité, une même type de densité, donc ici 76 logements à l'hectare, par exemple, mais avec une échelle humaine. Et donc, bon, miser sur la densification verte, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ici, vous avez un ancien concessionnaire automobile dans l'est du plateau Mont-Royal qui a été racheté et on a fait, certes, des nouveaux logements, mais aussi, on est venu améliorer la qualité du paysage urbain et donc, il y a aussi une inclusion de logements coopératifs dans ce projet-là qui est Plateau Police. Et les stationnements, bon, sont en souterrain dans ce cas-ci. On a travaillé beaucoup dans le cadre dans les 3 dernières années sur les freins et les solutions pour tendre vers une densification verte parce qu'on a travaillé beaucoup avec les municipalités depuis 25 ans à Vivre-en-Ville et là, la réalité, la science urbaine percole dans les plans d'urbanisme, dans la réglementation, mais il y a une certaine réalité qui fait que la qualité des projets de densification est pas toujours au rendez-vous, la qualité de leur insertion aussi, et on constate un manque d'espace de dialogue pour un débat constructif et faire face au changement. Donc, je termine peut-être sur la notion de droit. Donc, en urbanisme, on parle il y a des règlements à caractère normatif et il y a des règlements à caractère discrétionnaire. Et les municipalités travaillent de plus en plus avec ces règlements à caractère discrétionnaire pour encadrer la qualité des constructions et travaillent avec un comité consultatif d'urbanisme également. Et on cherche de plus en plus aussi à illustrer ce qu'on veut faire. Donc, il suffit pas de faire de la réglementation, mais aussi de créer des outils de dialogue avec les promoteurs, mais également avec les citoyens pour avoir la discussion. Comme disait Sydney, des fois, c'est difficile d'inclure la société civile dans la discussion sur le droit. Ben, les modélisations on peut avoir la discussion sur les formes que nous voulons, puis après, ben, c'est peut-être à d'autres personnes de codifier ça. Puis, il y a eu des règlements récents, d'ailleurs, sur la transition. Je voulais le mentionner, il y a des arrondissements montréalais qui ont des plans sur la transition qui incluent des modifications au règlement d'urbanisme, notamment avec des mesures de verdissement. Puis, parmi les freins et solutions pour tendre vers une densification verte, ben, toute cette question de la densification est parfois mal comprise, mal perçue, mal travaillée, le terme est galvaudé, mal présenté. Donc, on pense que déjà, il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce volet-là, mais aussi de tendre vers un urbanisme participatif pour aller chercher l'expertise citoyenne, le savoir citoyen. À Vivre-en-Ville, on travaille on a testé des outils de dialogue. Et il y a une révision récente de la LAU pour la participation du public où avant, dans la LAU, on avait le volet information, consultation. Et si ça fait pas l'affaire, en densification, souvent, il y a l'option du référendum.
Mais là, il y a le règlement sur la participation publique qui a proposé, faites donc des mesures de participation active. Donc, c'est en train de rentrer dans le vocabulaire des municipalités, même si la plupart n'abolissent pas le référendum. Puis, je termine sur la notion de projet urbanistique où Vivre en ville travaille avec les municipalités à illustrer le devenir possible d'un territoire. Par exemple, ici, une strip commerciale avec des grandes parcelles sous-utilisées, potentiellement une école primaire en perte de vitesse ou des centres commerciaux à perte de vitesse et une barrière qui est le boulevard. Et là, on vient illustrer qu'est-ce que ça pourrait devenir. Donc, en plus de la densification, on vient améliorer l'environnement urbain, renforcer l'école, amener des nouveaux ménages, donc créer une nouvelle dynamique. Et on pense que à travers cette illustration-là, on vient créer des outils de dialogue. Puis après, c'est très possible de le codifier dans la réglementation, mais parfois nos codes, c'est peut-être pas les meilleurs outils de dialogue quand on vient qu'à s'ostiner sur des hauteurs. Des fois, ça a fini à infoman, comme certains conseils municipaux l'ont vécu. Donc voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Merci Catherine. Alors, peut-être on va parler un petit peu plus encore plus du droit. Là, je pense qu'on se dirige vers le cœur du sujet de plus en plus. Puis ça boucle vraiment. Il y a comme vraiment une logique. Donc, Valérie, je vais te laisser présenter un peu quels outils, comment on peut utiliser ces outils du droit pour améliorer la transition. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cet événement. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet vu qu'on n'a pas tellement de temps et on aura plus de temps pour les questions après. Je remercie, je rebondis sur la dernière remarque de Catherine, notamment sur qu'est-ce que le droit, la notion du droit. C'est évidemment un sujet très vaste, mais j'aime bien le nom, donc le droit pour penser la ville. On fait souvent l'amalgame entre le droit et la réglementation et je pense intéressant d'avoir parlé des deux présentateurs avant. Le droit, c'est beaucoup plus que la réglementation. Le droit permet d'énoncer des objectifs et avec une interprétation de plus en plus téléologique des textes, ça va permettre d'interpréter dans un certain sens les normes juridiques. Permet aussi évidemment de réglementer, de mettre des normes, mais permet aussi de structurer la société, structurer les débats, mettre en place des participations citoyennes, mettre en place par exemple des systèmes de subvention. Et donc le droit est beaucoup plus vaste que juste la réglementation, même si c'est un des outils qui est parfois essentiel pour arriver aux objectifs auxquels on aspire. Alors moi, je vais peut-être présenter le projet sur lequel je travaille. Donc, je suis postdoctorante à l'Université Laval et je travaille sur un sujet qui s'appelle justement comment est-ce que le droit peut contribuer à atteindre une perte nette de milieux humides et hydriques. Ce projet a été mis en place notamment au moment où la loi 132 sur le sujet avait été adoptée et où le gouvernement du Québec s'est justement donné comme objectif d'atteindre une perte nette de milieux humides et hydriques en 2017. L'intérêt de cette loi, et je pense que c'est pour ça que je suis ici, enfin un des intérêts, c'est un des outils, c'est justement d'avoir placé les municipalités au cœur de la mise en œuvre de cette loi. C'est-à-dire que les municipalités régionales de comté, les MRC, doivent adopter un plan régional de milieux humides et hydriques dans lequel elles recensent et cartographient et classent les milieux humides et hydriques sur leur territoire et elles adoptent un plan de gestion et des moyens de protection à leurs égards. L'intérêt de cette planification, c'est qu'après, elles doivent mettre en conformité leur schéma d'aménagement et de développement avec ce plan. Et puis, par la règle de conformité, les municipalités locales doivent adopter leur plan d'urbanisme et leur réglementation. C'est par ce biais-là que j'en suis venue à analyser vraiment les outils juridiques à disposition des municipalités et donc des villes pour protéger les milieux naturels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette approche-là, finalement, elle est un petit peu à l'inverse de ce que fait Catherine, parce que nous, on essaye de trouver des moyens pour garder des milieux naturels en ville. Et donc, parfois, ça pourrait aller à l'encontre de l'objectif de densification. Donc, déjà, rien qu'ici, on voit deux objectifs environnementaux qu'on va devoir mettre en balance. Cette approche, pour continuer, est vraiment au cœur de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, donc qui vise à ce que les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernées. Donc, de nouveau, ici,
on voit le rôle crucial que les municipalités ont à jouer là-dedans. On revient, la Cour suprême en 2001 avait énoncé dans l'arrêt Spraytech déjà ce principe de subsidiarité. Elle énonçait que les municipalités étaient fiduciaires de l'environnement. Alors, ce sont des grandes responsabilités. Il y a des points positifs et négatifs d'agir au niveau municipal qui va évidemment compléter l'action au niveau provincial. Le premier, c'est que déjà, les municipalités sont des créatures de la loi et elles n'ont que les compétences qui sont dévolues par les lois fédérales, par les lois provinciales. Donc, un règlement, par exemple, qui ne rentrerait pas dans ces compétences pourrait être annulé parce qu'il serait ultra virès. Au niveau de l'environnement, il y a vraiment ici, surtout dans le processus qui a été mis en place dans la loi 102, on passe par l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. C'est très intéressant, évidemment, parce que c'est un domaine qui va permettre de structurer la vie au niveau de la ville, qui va permettre de planifier la conservation des milieux humides et hydriques à ce niveau-là. On voit vraiment le rôle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme dans la protection de l'environnement est de plus en plus reconnu dans beaucoup de pays. Donc, si je prends l'exemple pour sortir un peu du contexte québécois mais français, l'article L101-2 du Code de l'urbanisme français énonce les différents objectifs que doivent poursuivre les collectivités publiques en matière d'urbanisme. Cela inclut la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. On retrouve aussi un souci de utiliser de manière économe les espaces naturels, donc de la préservation des espaces affectés. Ces objectifs-là vont vraiment permettre d'analyser aussi les compétences concrètes. Et donc ici, les municipalités, elles ont évidemment énormément d'outils à leur disposition. En droit québécois, il y a notamment l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui énonce les différentes compétences, dont la possibilité de créer des périmètres, en fait, des zones de contrainte, là où se trouvent les milieux à proximité des milieux humides et hydriques. Et donc, ça va permettre ici, on va plutôt dans le côté réglementation, ce sera dans les règlements de zonage, mais on peut aussi évidemment moduler le périmètre urbain, on peut énoncer des zones de conservation, donc l'usage principal sera la conservation. Au niveau juste de la densification, par exemple, en France, les municipalités sont habilitées à énoncer, par exemple, des seuils minimaux de densité, ou inversement, dans les zones qu'on veut préserver, des seuils maximaux de densité, donc vraiment de coefficient. À Berlin, pour prendre un autre exemple, il y a une approche qui vise à créer des coefficients de biotopes par surface, donc pour s'assurer qu'il y ait un certain pourcentage qui soit végétalisé, que ce soit au sol ou vertical. Un troisième exemple, c'est en Wallonie, toute nouvelle zone urbanisable doit être compensée en désurbanisant une autre zone. Une autre manière, en fait, de vraiment avoir les municipalités ou l'aménagement des territoires qui vient contrôler cet aspect-là. Je vois qu'on avance. Juste pour à côté, en fait, de l'aménagement du territoire, on a aussi évidemment la loi sur les compétences municipales qui énonce à l'article 19 une compétence générale. Donc, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Donc, les compétences sont très très larges, notamment les compétences réglementaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit, les règlements n'est pas la seule manière d'agir. Et là, les municipalités peuvent utiliser d'autres outils parce que les règlements, il y a beaucoup de contraintes, notamment faire face au risque d'expropriation déguisée. Donc, même si on a un règlement qui est légal, si il rend le droit de propriété complètement nul, il y a un risque d'expropriation déguisée. Il faut respecter les droits acquis et donc les usages légaux qui étaient déjà en place. Dans certains cas, notamment toutes les matières réglementées par la loi sur la qualité de l'environnement, il y a une prépondérance provinciale.
Et enfin, il y a aussi parfois des conflits d'intérêts, notamment avec la fiscalité locale qui est basée sur la valeur cadastrale des terrains. Donc, outre la réglementation, on peut évidemment passer par d'autres outils. Et juste pour les citer, puis ça, on va lancer la conversation. On peut, par exemple, parler de justement les ententes de conservation, donc des partenariats entre les acteurs privés et publics. Par exemple, la mise en place d'un parc municipal avec l'accord d'un propriétaire. On peut mettre en place des mécanismes de subsides, des mécanismes par exemple, d'obligations réelles environnementales ou de servitudes environnementales, vraiment chaque fois des mécanismes avec l'accord des propriétaires. Parfois, on peut passer par une réelle expropriation pour rendre le terrain effectivement public. Donc, tous ces outils-là, ces outils incitatifs sont intéressants, sont innovants à beaucoup des égards. Et donc, ici, on est encore en plein dans cette étude-là, mais c'est vraiment des pistes à explorer pour venir compléter l'aspect évidemment réglementaire des municipalités. Donc, je vais m'en arrêter ici pour laisser place aux discussions. Merci. Merci Valérie. Merci tous les trois. On a déjà plusieurs questions, donc je vais pas me risquer à poser les miennes. Je pense qu'il faut laisser la place aux participants. Donc, mais je vais commencer par une question de Charles Morisset pour Monsieur Ribaud. Donc, compte tenu de la complexité des règlements d'urbanisme et des échecs répétés des tentatives de refonte réglementaire, quelle stratégie comptez-vous utiliser pour assurer la transition écologique efficace à la ville de Montréal? Alors là, on semble penser que ben, il y a des défis. C'est clair qu'il y a des défis. Il y a plusieurs défis, mais je vous dirais, moi, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique et une des choses dont on parle pas souvent assez, c'est l'espace juridique ou réglementaire, l'espace de compétences que les villes en général, la ville de Montréal aussi, n'utilisent pas. Donc, il y a quand même un certain nombre de pouvoirs que les villes ont et qu'elles n'utilisent pas. Je donne un exemple très simple. On a la capacité de réglementer, tantôt je parlais du règlement sur la construction, on peut réglementer tout type de bâtiment si on va plus loin que la législation québécoise. Or, on le fait pas. On réglemente pour une partie de la compétence pour les petits bâtiments essentiellement, mais c'est comme pour les grands bâtiments. Donc, au moment où on le fait pas. Donc, pour les grands bâtiments, là, toutes les tours à condos que vous avez vu se construire dans les dernières années dans la région de Montréal, c'est la norme d'isolation de ces bâtiments-là, c'est une loi québécoise qui date de 1983. Donc, en 2020, on construit des bâtiments à Montréal qui sont extrêmement mal isolés et pourtant, la ville aurait cette capacité d'aller plus loin. Je suis persuadé que la vaste majorité des gens qui travaillent, la vaste majorité des élus de la ville ne le savent même pas parce que c'est tellement, comment je pourrais dire ça, c'est tellement précis comme enjeu, mais il y en a plusieurs des enjeux comme ça. Et souvent, on se dit, ben on peut pas le faire dans n'importe quel contexte, c'est pas juste dans le contexte municipal. On se dit, ben ouais, mais nous on peut pas faire ça, c'est le fédéral qui fait ça. Ou nous on peut pas faire ça, c'est telle autre entité qui fait ça. Et on donc, vous a perdu. Pardon? Ah, ça y est, vous êtes revenu, mais moi je vous avais perdu. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. OK, je suis désolé. Ben, en fait, et donc, tout ce que je disais simplement, c'est que dans certains cas, on a le pouvoir et il faut l'utiliser, ce pouvoir-là. Voilà. Et donc, une façon de relever le défi, c'est déjà d'utiliser toute cette marge de manœuvre-là qu'on avait déjà, mais qu'on n'utilisait pas. D'accord. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Oui, par rapport au règlement d'urbanisme, je suis en échange avec quelques arrondissements, puis il y a une modalité particulière avec laquelle travaillent les arrondissements. Certains arrondissements, puis je ne sais pas si ça se reproduit ailleurs au Québec, mais il y a des arrondissements qui, au plan d'urbanisme ou dans les PPU, là, les programmes particuliers d'urbanisme, qui sont des chapitres
du plan d'urbanisme, ils permettent une certaine hauteur, un certain gabarit de bâtiment plus élevé que ce qu'il y a dans les règlements de zonage. Et les règlements de zonage sont pas mis à jour. Et moi, je vous avoue qu'en tant qu'urbaniste, j'étais pas familière avec cette dynamique-là. Là. En fait, ils s'assurent que les promoteurs veulent ce qu'il y a dans le plan d'urbanisme plutôt que ce qui est permis au règlement de zonage. Et donc, plutôt que de construire des projets de plein droit, donc en respectant les normes, en déposant une demande de permis, puis on est obligé de dire oui, ben ils disent, ben moi, je veux ce qu'il y a dans le plan d'urbanisme. Et là, certains arrondissements marchent par projet particulier, les PPCMOI pour les gens qui sont familiers. Et là, c'est comme ça qu'ils réussissent à rentrer en négociation avec le promoteur. Et il y a certains arrondissements qui m'ont dit, nous, une des conditions, c'est que le bâtiment soit LEED. C'est que, puis donc, puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était pas légal d'exiger une certification à travers le règlement d'urbanisme, mais que dans cette négociation-là, ben, ils leur disent, moi, mon conseil d'arrondissement va accepter le projet particulier seulement si, puis là, ils mettent plein d'objectifs en lien avec la transition écologique. Donc, cette négociation-là des municipalités avec le promoteur n'est pas quelque chose qui est su nécessairement des citoyens, mais il y a des dispositifs, à ma connaissance, très avancés chez les professionnels des arrondissements de Montréal. Puis, par contre, les projets particuliers sont susceptibles d'approbation référendaire. Et ça crée des fois beaucoup d'incompréhension sur, ben là, non, on veut, tu sais, il y a eu toute une négociation, puis finalement, ça dépend des arrondissements. Dans certains arrondissements, il y a moins de mobilisation citoyenne, mais dans certains, ben on dit, ben non, ça suffit, la densification, mais en fait, l'arrondissement, lui, est allé chercher de l'inclusion de logements sociaux. Bon, là, ça va bientôt devenir obligatoire. Je sais pas si c'est déjà effectif, là, j'ai pas suivi tout le débat récent, mais en fait, avant, c'était une stratégie d'inclusion qui était facultative, mais c'était à travers cette négociation-là. Et donc, le fait d'avoir un règlement de zonage pas à jour, ou en tout cas pas conforme au plan d'urbanisme, permet cette négociation-là. Bon, après, qu'est-ce qu'on pense de ce dispositif-là? Je vous avoue que j'en suis encore perplexe. Est-ce qu'il y a des exemples où des petites municipalités, des plus petites municipalités sont innovantes, sont à suivre dans leur réglementation, leur utilisation de ces pouvoirs un peu pas connus, etc. Est-ce que parfois, parce que là on a beaucoup l'impression parfois que c'est les grosses municipalités qui, ben, je pense justement à la stratégie pour les logements abordables, sociaux et familiaux là, mais est-ce que au contraire parfois ça vient des plus petites municipalités? Est-ce que vous regardez, ou Catherine, est-ce que tu as vu dans d'autres, ou peut-être Valérie? Ben, nous, on travaille avec des villages, des petits milieux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les petits milieux, la ville va moins hésiter à devenir maître d'œuvre parce qu'il n'y a pas toujours de promoteurs, en fait, dans sa municipalité. Et quand la municipalité devient maître d'œuvre, elle a beaucoup plus de marge de manœuvre pour penser pour repenser un secteur. Puis moi, je travaille entre autres avec une Plessisville qui réfléchit au devenir de son centre-ville où il y a une industrie, une cimenterie en plein cœur de ville. Puis elle veut planifier pour le jour où cette cimenterie-là déménagera ou fermera. Donc, elle réfléchit actuellement à décontaminer le site, à s'emporter potentiellement acquéreur et à planifier avec la population en amont qu'est-ce que ce sera. Et là, c'est un cas parfait parce que on est vraiment en amont du processus, donc on peut encore se permettre de rêver, mais c'est challengeant pour la population parce que premièrement, c'est un milieu où il y a très peu de transformation urbaine, ils sont pas habitués d'être consultés, puis ils disent non, mais attendez, l'industrie est encore en fonction là, puis c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, ils sont un peu déstabilisés par la possibilité que cette transformation-là arrive, puis ils sont pas sûrs qu'ils sont à l'aise d'en discuter maintenant, mais c'est le meilleur moment. Et là, la ville veut aller vers des concepts d'éco-quartier, bon, repenser ce territoire-là. Donc, oui, il y a j'aurais d'autres exemples, mais je vais laisser mes collègues. Est-ce que Valérie, tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a du côté des plus petites municipalités, il y a parfois des innovations en matière d'utilisation juridique des outils? J'ai pas d'exemple en tête, mais
Mais par contre, là où le point que j'avais envie de soulever, c'est que justement, j'aurais tendance à penser que des petites municipalités vont moins oser innover, en tout cas au niveau réglementaire, parce que généralement elles ont moins de moyens financiers. Petites municipalités qui s'exposent à des risques de poursuites juridiques parce qu'elles essayent de utiliser on va dire ces compétences de manière innovante, même si elles gagneraient, par exemple, en justice, le processus de défense, des frais de justice, etc., c'est un risque énorme. Et donc, je pense que peut-être que ça jouerait sur des aspects réglementaires, maintenant des aspects participatifs, etc. Là, c'est différent. Et je pense que justement, des petites municipalités avec une population, par exemple, qui est très portée sur la conservation de l'environnement, eux vont peut-être justement plus oser. Donc, on va retrouver les deux types d'exemples. Alors là, on a une question encore pour mon... Oui, vas-y. J'allais juste dire, l'innovation vient tantôt de grandes municipalités, tantôt de petites municipalités. Je pense que ça vient des deux. J'ai plusieurs exemples en tête, mais je pense justement, je pense que vous n'avez parlé, Valérie, je veux dire, toute la notion de la réglementation des pesticides au Québec, ça découle de la municipalité de Hudson, qui est quand même pas une grande métropole, qui a décidé, elle, d'adopter. Allô? Sydney, on vous a perdu. Non, je pense que c'est une poursuite. Que vous avez le pouvoir de réglementer. Fait que cette innovation de petites municipalités, l'avantage qu'elles ont, je pense qu'elles ont deux avantages. Premièrement, elles peuvent prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'une grosse municipalité. Et le deuxième avantage, c'est qu'elles n'ont pas un contentieux juridique pour leur dire qu'elles n'ont pas le droit de le faire ou que si jamais elles le faisaient et que si jamais elles avaient le droit, voici toutes les façons qu'on pourrait se faire contester. Parce qu'évidemment, quand vous avez un contentieux juridique avec 500 personnes comme à la Ville de Montréal, chaque chose que vous faites est examinée à la loupe par une armée d'avocats. Et moi, comme ayant une formation en droit, je suis capable de lire un avis juridique puis sans faire des cauchemars la nuit. Mais pour plusieurs décideurs, même s'il y a une petite chance qu'un jour quelqu'un conteste le règlement ou la décision, ben ça peut être épeurant d'aller de l'avant. Fait que parfois, ne pas avoir d'avis juridique, ça peut être une bonne chose. Alors là, on a une question vraiment aussi pour Montréal de Caroline. Selon vous, quelles sont les prochaines étapes, les prochains défis, réglementaires ou autres, en matière d'agriculture urbaine à Montréal? Alors, est-ce que peut-être, Sydney, vous voulez commencer l'agriculture urbaine et les défis réglementaires ou autres associés? Où commencer? Je pense évidemment, il y a un volet qui est assez simple en droit municipal en termes d'agriculture urbaine. Si on parle des nuisances de l'agriculture urbaine, on pense évidemment aux poules et d'autres élevages où les villes, les arrondissements ont les pouvoirs pour agir, pour encadrer ces activités-là. Par le zonage aussi jusqu'à un certain point. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués. On travaille à la ville sur l'enjeu des pollinisateurs, puis l'enjeu versus l'enjeu de l'élevage d'abeilles ou l'apiculture. Ça, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec un essaimage d'abeilles parce que quelqu'un s'occupe pas de ses abeilles, puis les abeilles s'enfuient, puis soudainement, il y a un essaimage qui se promène dans la ville? Pas simple d'un point de vue réglementaire de savoir comment on encadre ça. Mais je vous dirais plus largement, le défi de l'agriculture urbaine, il est pas tant du côté de ses nuisances, mais il est plutôt de la façon qu'on doit envisager l'agriculture urbaine. Puis et quel est le rôle dans ce contexte-là de la ville? Donc, par exemple, est-ce que l'agriculture urbaine, c'est un loisir que la ville devrait encourager et soutenir par des infrastructures physiques comme on le fait un peu dans les jardins communautaires,
ou par d'autres façons, et comme on le fait évidemment dans d'autres domaines du loisir. Est-ce que c'est plutôt une activité économique qu'on doit tenter de développer via le service de développement économique? Est-ce que c'est un outil d'insertion sociale parce que ça permet de mettre des jeunes en contact avec une autre réalité? Alors, je vous dirais qu'il est plutôt là le défi et de se dire, ben, à un moment donné, faut faire des choix sur l'agriculture, sur quel type d'agriculture urbaine on veut développer et comment la ville veut soutenir, oui, encadrer, mais surtout soutenir la direction dans laquelle cette pratique-là va se faire dans une métropole comme Montréal. Alors, on a c'est aussi un dossier piquant, dit Philippe Giroul, de Trois-Rivières. En fait, là, c'est plus sur les outils à disposition des citoyens. 45 municipalités, dit-il, payent une entreprise pour contrôler les insectes piqueurs. Et les conséquences sont néfastes, les conséquences collatérales sont néfastes. Les épandages du BTI, destruction partielle de la biodiversité, etc. Que peuvent faire les citoyens? Alors finalement, on arrive à une question plus large, c'est est-ce que les citoyens, là on parle beaucoup des outils des villes, des outils juridiques, réglementaires ou autres dans les villes, mais du côté des citoyens, quels sont finalement les outils dont ils peuvent se saisir quand il y a pour faire avancer ou contrer finalement la non-transition écologique, pour faire avancer leurs objectifs environnementaux? Est-ce que vous avez... Là, on renverse un peu la question. Mais je pense, moi, je pensais par exemple aussi aux poursuites des jeunes qui poursuivent les États est-ce qu'on pourrait imaginer des citoyens qui poursuivent une ville qui irait pas assez loin, qui protégerait pas assez la biodiversité, qui en ferait pas assez pour diminuer les gaz à effet de serre, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de poursuite envers, mettons des jeunes, envers leur municipalité? Alors moi je vais répondre. Je connais pas bien. Alors la démarche est déjà aller voir en fait dans par exemple la loi sur la qualité de l'environnement ou la loi sur les compétences ou la loi sur l'aménagement urbanisme, quels sont les recours à disposition des citoyens. Normalement, un citoyen peut notamment agir lorsqu'il constate un non-respect des règlements, mais je ne sais pas s'il peut agir, par exemple, en droit québécois du moins, je ne sais pas s'il peut agir, par exemple, quand il y a une inaction de l'État. Par exemple, si je prends le US Fish and Wildlife Service, la loi sur la protection des espèces protégées aux États-Unis permet aux citoyens d'adopter une action contre le US Fish and Wildlife Service qui n'aurait pas agi. Par exemple, il y a eu un cas il y a quelques années, notamment parce qu'il n'avait pas désigné les habitats critiques. En Europe, il y a la Cour européenne des droits de l'homme où les citoyens peuvent agir contre leur État pour non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il n'y a pas de droit à un environnement sain dans cette convention, mais il y a un droit, notamment au respect de son domicile, par lequel, c'est l'article 8 de la convention, par lequel les citoyens peuvent agir. Tous ces exemples-là, il faudrait voir en fait en droit municipal québécois s'il y a ces opportunités-là ou pas. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse ou... Ouais, c'est peut-être la seule réflexion que j'aurais, c'est dans un contexte où on est dans c'est l'enjeu des nuisances puis de la jouissance de son bien immobilier, tu sais, c'est-à-dire puis on est dans un contexte où on étend un pesticide ou on utilise un autre produit dangereux qui fait en sorte que moi je peux pas rentrer chez nous parce que je suis allergique, j'ai des conséquences graves. Bon, et là, j'ai pas la réponse, mais ça serait ça la question. Est-ce que ça pourrait amener un recours d'un citoyen pour dire, ben, la ville, vous deviez interdire ce pesticide en milieu urbain parce que ça m'empêche de jouir de mon lieu. C'est le seul lien que je verrais, mais je vous dirais la première étape,
c'est de demander à cette municipalité de réglementer le dit pesticide. Ça, la municipalité peut le faire. Oui, il ne faut pas que ce soit la municipalité qui elle-même demande Non, l'épandage, par contre. Ouais, ben moi, j'allais simplement compléter en aménagement que, ben, comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est de ne plus artificialiser de sol, donc de conserver tous les milieux naturels qu'on a actuellement, puis d'utiliser les sols déjà artificialisés, déjà urbanisés pour répondre à nos besoins en logement puis en activité. Donc, en urbanisme, il y a toute la notion de référendum, mais de manière un peu contradictoire. Souvent, le référendum va être demandé quand c'est dans des sols déjà urbanisés et la mécanique avec les zones contiguës et tout ça fait en sorte que quand c'est un vaste territoire considéré vierge, là, mais qui est l'habitat ou un territoire productif ou l'habitat de la faune et de la flore, ben il y aura pas nécessairement de demande de référendum. Puis c'est ça, notamment parce que dans la mécanique, c'est les voisins immédiats qui peuvent le demander. Puis ben ça arrive souvent que aussi la mécanique, que c'est le plan d'urbanisme qui est modifié, puis que finalement ça se fait par concordance. Ben c'est une mécanique qui fait que le référendum n'est pas possible. Donc moi je rêve de citoyens qui se mobilisent contre l'étalement, mais ça arrive plus souvent que le référendum est un mécanisme pour s'opposer à la densification. Puis nous, on travaille sur cette dynamique-là pour dire, ben, quand on s'insère dans des milieux déjà urbanisés, on protège des milieux naturels, tu sais. Puis ça, c'est pas nécessairement. Fait qu'on travaille sur la densification verte, comment protéger les arbres matures dans les quartiers qui vont être transformés. Peut-être que certains devront être coupés, mais pourquoi on fait ça déjà? Pourquoi notre quartier à nous est en train de se transformer? Ben, c'est peut-être parce qu'on protège d'autres milieux tout en répondant à nos besoins en logement. Donc, c'est une dynamique qui est un peu contre-intuitive quand on s'intéresse à la qualité de l'environnement. Donc, il y a énormément de choses à discuter. Puis, ben, le référendum, c'est oui ou non. Donc, ça laisse peu d'espace au débat. Oui, c'est pas le meilleur outil. D'ailleurs, c'est Valérie, je pense, qui a mentionné dans sa présentation le principe de subsidiarité. La limite de ce principe est que c'est l'instance la plus à même d'assurer le succès de l'action qui va la mettre en place. Est-ce que les municipalités sont toujours les plus à même de poser des gestes pour la transition écologique? Ah ben non, pas toujours. Ça c'est parfois ben justement en matière d'environnement, en matière de changement climatique, parfois il faut des actions à des échelles beaucoup plus larges. Après, je pense qu'il y a une complémentarité des actions et donc il faut, on va dire, un cadre minimum qui est fixé par des instances plus larges, des actions coordonnées à l'international, au fédéral ou au provincial, complétées par une action des municipalités. Mais la municipalité n'est pas toujours, par exemple, je prends l'exemple justement des milieux humides et hydriques sur lesquels on travaille. Mais souvent, il faut avoir une action à l'échelle du bassin versant. Or, les municipalités, elles n'ont compétence qu'à l'intérieur des territoires, des limites administratives qui ne correspondent pas spécialement à la limite du bassin versant. Donc, si on veut avoir une action à l'échelle du bassin versant, soit on donne plus de pouvoir aux organismes de bassin versant, on leur donne des pouvoirs, soit on oblige les différentes municipalités qui font partie d'un même bassin à se coordonner et coordonner leur action, ou on demande aux provinciales d'agir. Mais donc dans ce cas-là, leur action va être limitée. Elles ne peuvent pas contrôler justement, par exemple, le type de pesticides qu'on va mettre en dehors de leurs limites territoriales, qui vont petit à petit s'infiltrer et arriver dans les eaux en aval. À ce niveau-là, ça dépend des problématiques. Alors, j'ai une autre question que j'aime bien en tant que ça rejoint un peu mon emploi, mais quelle est la place de la science? On parle beaucoup de la science dans les changements climatiques, on l'écoute pas assez, etc. Bon, là, on a vu avec la pandémie que sur certaines, parfois on arrive et les décideurs arrivent à écouter les scientifiques. Mais quelle est la place de la science, notamment l'urbanisme, dans les processus réglementaires municipaux? Ou c'est ça, dans le processus réglementaire municipal, quelle est la place de la science? Parce qu'on le sait que c'est très politique finalement l'urbanisme.
Qui personne ne veut répondre. Ouais. Non, ben en fait, j'ai des réflexions avec des collègues urbanistes, notamment sur bon les actes réservés, par exemple. Puis une des choses qu'on se disait, c'est que c'est les architectes, ben les architectes, pardon, oui, les architectes eux, ont des actes réservés, mais pas les urbanistes. Mais il y a une énorme responsabilité à planifier le territoire pour la protection de l'environnement, pour la protection de la santé aussi. Euh, on a des énormes enjeux, bon, je vous le disais, de sédentarité, de pollution locale, bon, de planification planétaire, mais là, quand on parle de santé des populations, puis on a tout l'isolement aussi, puis la sécurité routière. Puis tout ça fait en sorte que, bon, on tend vers des collectivités viables, on aborde tous ces enjeux-là. Maintenant, on dit souvent que l'aménagement est une compétence politique, mais moi, j'aime bien discuter avec des collègues urbanistes que notre responsabilité, c'est d'informer des impacts des décisions, éventuellement de documenter plusieurs scénarios en fonction de la science, des impacts prévisibles. Puis, vous le savez peut-être, mais le projet de loi sur l'aménagement durable du territoire qui est mort au feuilleton en 2008 déjà. Non, plus tard, 2012. 2012, contenait l'obligation de produire les impacts prévisibles des décisions en aménagement. Donc, on fait des scénarios à l'échelle de la municipalité ou de la région en disant où devrait aller la croissance. Et là, éventuellement, ben, ces impacts prévisibles-là nous montrent que, ben, ça a un impact sur l'environnement. Donc, on fait des choix judicieux. Puis, à terme, ces impacts prévisibles-là devraient être publiés parce que l'imputabilité des élus est sur 4 ans, alors que les décisions en aménagement sur l'environnement ont des impacts sur 60, 80, 100 ans. Donc, la ville a une incroyable inertie. C'est difficile de la changer. Donc, les décisions qu'on fait aujourd'hui auront un impact très longtemps, alors que les élus, ben, eux, ça va avoir un impact dans 4 ans. Donc, je pense oublier les prévisibles puis de dire, ben, on a fait ce choix-là et voici les impacts. On était au courant que ça aurait ces impacts-là, donc documentés par la science. Ben, peut-être qu'ils vont se sentir un peu plus gênés donc oui, c'est une décision politique, mais il faut que les citoyens soient informés de l'impact de la décision politique et ça revient donc à l'urbanisme. Donc sachez que les recommandations sont documentées, mais c'est après ça, certes, il y a un choix politique à la fin. On en revient à la sensibilisation. Alors, une question d'actualité de Louise Gratton. Que pensez-vous de la place faite à l'aménagement du territoire dans le plan vert déposé hier par le gouvernement du Québec? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Je pense que vous avez tous les trois un avis et vous avez tous les trois regardé le plan vert et la place de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a vous avez un point de vue? Vas-y, Catherine. Mes directeurs, mon directeur Christian Savard, donc directeur général de Vivranville, a publié un communiqué là, sur notre site web, donc vous pourrez aller le voir. Je le lisais pendant que je lisais les questions, là, parce que je vous avoue qu'on n'est pas omniscient, on peut pas tout lire. Mais donc, il y avait notamment l'absence de mesures concrètes en aménagement du territoire qui déçoit. Donc, c'est une des premières phrases du communiqué, mais après, il y a d'autres mesures qui sont soulignées, là, mais je vous invite à aller voir sur notre site web. Là. Sydney, est-ce que il y a un point de vue, alors peut-être délicat aussi, mais c'est sûr que c'est la première fois où on va peut-être aussi loin, déchiffrer les diminutions. Moi, je vous dirais, j'ai pas lu ces éléments-là spécifiquement. J'ai lu un peu d'autres éléments. C'est un document volumineux, hein, ce qui est sorti hier. Là, je pense que ça fait les deux documents ensemble, ça fait 175 pages. J'ai pas encore passé à travers au complet. Mais déjà qu'on en parle et que ça soit présent par rapport au plan précédent des gouvernements, je pense que c'est un pas, c'est positif. Et je vous dirais, on n'aura pas le choix d'en parler de l'aménagement dans la mesure où on est dans une période historiquement où on n'aura jamais développé autant de projets de transport en commun partout au Québec, incluant dans la région de Montréal. Fait, je veux dire, on n'a pas le choix là, de parler d'aménagement et d'urbanisme dans ce contexte-là. Puis, je pense que déjà que ça soit présent, ça fasse partie de la conversation, c'est positif là. Mais j'ai pas regardé les fins détails comme je vous disais d'entrée de jeu,
voudrais faire tout le temps. Je l'ai pas fait hier. Valérie, est-ce que vous avez un... Oui, vas-y, Catherine. Ben, je soulignerai seulement que il semble que dans le PEV, on confirme l'élaboration d'une vision globale et cohérente en aménagement du territoire. Donc, la fameuse conversation nationale que la ministre nous promet en affaires municipales. Ça fait un moment que l'Ordre des urbanistes de Vivre en Ville, à travers l'Alliance Ariane, on s'est réunis pour demander une politique nationale d'aménagement du territoire. Puis là, on s'en irait vers ça. Puis j'espère que les citoyens occuperont une place dans cette discussion-là, les citoyens qui sont préoccupés par les questions environnementales, parce qu'on va avoir besoin de parler haut et fort que des mesures cohérentes doivent être prises pour freiner l'étalement urbain puis protéger nos milieux encore à l'état naturel. Il en reste peu. Valérie, du coup, est-ce que c'est effectivement le plan vert peut être utile et répond à certains besoins, à certains défis qu'on a, ou alors c'est pas le cas? On est nouveau dans les plans, c'est une première étape dans le processus. Donc, la question, c'est de voir comment est-ce que ça va se concrétiser, évidemment. Donc, oui, c'est positif. Après, je n'ai pas non plus lu le contenu encore en détail, mais c'est une première étape dans la bonne direction. Maintenant, et là, on a aussi, en Europe, c'est pareil, c'est bien beau d'adopter un plan, encore faut-il se donner les moyens de le mettre en œuvre. Et de concrétiser par soit des mesures réglementaires ou des mesures, des actions concrètes. Voilà. Et si vous me permettez, un dernier commentaire, Hélène, là-dessus. Je pense que, tu sais, parce qu'on a tous, on lit les journaux et tout. Puis quand je disais que j'ai pas lu les sections sur l'aménagement, mais j'ai quand même passé à travers plusieurs autres sections du plan. Et contrairement à ce qu'on nous laisse entendre dans les médias, c'est un plan il va y avoir beaucoup de changements législatifs et réglementaires suite à ce plan-là. Il nous annonce des changements. Il nous annonce l'interdiction du mazout pour les bâtiments nouveaux et existants. Il annonce un renforcement de la loi zéro émission. Il annonce la mise en place d'une nouvelle loi zéro émission pour les camions. Il annonce une refonte du code de la construction qui était, comme je disais tantôt, qui n'avait de besoin. Fait que il y a quand même, pour les gens qui s'intéressent aux droits de l'environnement puis aux droits et l'énergie, j'allais dire aux droits de l'énergie, mais c'est pas comme ça qu'on devrait le dire, mais en tout cas, les questions de droits reliés à l'enjeu énergétique. Il y a des changements réglementaires et législatifs qui sont proposés dans ce plan-là, qu'il va falloir suivre de près parce que la réussite de ces changements-là va dicter largement si oui ou non on atteint nos cibles dans 2 ans. En fait, c'est ça va faire du travail pour le CQDE, si je comprends bien. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de notre conversation et ça clôture un peu effectivement. Moi, je voudrais aussi également souhaiter un bon anniversaire au Centre québécois du droit de l'environnement parce que comme on le voit, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de choses à suivre dans les années qui viennent. Je pense que les réglementations et justement l'évolution des plans, etc. vont faire qu'il va y avoir encore plus besoin de cette expertise. Je retiens aussi beaucoup de ce que vous avez dit. Puis l'aspect mobilisation des citoyens, sensibilisation, meilleure compréhension même des réglementations, des enjeux derrière, je pense les équilibres un peu contre-intuitifs ou que ce soit Valérie ou Catherine qui en parlait ou Sydney qui parlait même de charabia, faut agir, etc. Je pense qu'il y a tout aussi un travail à faire de vulgarisation de tout, non seulement des enjeux, mais aussi des réglementations et du juridique. En plus, effectivement, d'avoir donc ces experts qui peuvent intervenir pour soutenir toutes ces luttes et la transition écologique dans les villes. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Puis je pense que il y a un petit moment sympathique pour fêter l'anniversaire du CQDE qui s'annonce. C'est bien ça, Anne-Sophie?
Oui, exact, Hélène. D'abord, merci à tous nos panélistes. Merci beaucoup, Hélène, pour la modération. Et en effet, j'invite tous les participants qui sont encore en ligne, ainsi que les panélistes, si vous le souhaitez, à participer au mot de clôture. Donc, on a entre autres David Suzuki et la juge Marie Deschamps qui seront parmi nous pour terminer l'événement du 30e. Donc, vous pouvez accéder à cet événement sur la plateforme le B2B2Go. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci pour l'invitation, Anne-Sophie et Geneviève du CQDE. Merci aux trois panélistes. Au revoir. Merci.